Merci, merci aux amis d'université. Eh bien voilà, vous êtes ce soir, comme de manière ordinaire, les amis de l'université, et je suis heureux de vous accueillir parce que ce soir est une soirée assez exceptionnelle. Nous recevons donc Alexandre Lacroix avec madame et le fils aîné. Et si nous avons pu accueillir ainsi Alexandre Lacroix, il faut le dire clairement, c'est grâce à Olivier Barbarou. Juste en deux mots, Olivier donc s'occupe de la fondation SEV, qui est Savoir-être vivre ensemble. Vous vous souvenez des conférences que nous a données et donc, Olivier est dans le département pour générer une nouvelle équipe de petits philosophes pour que les petits deviennent grands philosophes. Donc, c'est un philosophe plus particulièrement que nous accueillons, car Alexandre est le directeur du magazine qui s'appelle Philo Magazine. Philosophie. Philosophie Magazine, c'est marqué quelque part. Voilà. Alors, autant pour moi. Alors, ceux et celles qui ne seraient pas abonnés à cet excellent magazine peuvent le faire en ligne, car, je lis ici, c'est Wikipédia qui le dit, Philosophie Magazine a une diffusion payante de 50 000 exemplaires, ce qui n'est pas peu de choses. Alors, auparavant, tout de même, juste pour faire vite, parce que le temps nous est un peu compté, il faut qu'à 20h nous ayons quitté le lieu. Alexandre a passé son enfance à Paris, bien sûr. Enfin, bien sûr, parce qu'il n'est bon bec que de Paris, vous le savez. Hein. Et il a passé une licence d'économie et une maîtrise de philosophie, tenez-vous bien, sur le thème de l'alcool et de l'ivresse. C'est ce qui fait que vous avez un ouvrage qui porte donc ce titre-là, Se noyer dans l'alcool avec un point d'interrogation, mais se noyer dans l'alcool fait référence à un certain nombre d'auteurs, citons Voltaire, entre autres. Voilà. Et je terminerai par là, car Alexandre a 1000 cordes à son arc, et en particulier, outre le fait d'être le directeur de Philosophie Magazine, il enseigne également à Sciences Politiques et, surtout, ce que je signale, c'est qu'il est cofondateur d'une école d'écriture qui se nomme Les Mots. Et alors tenez, je vous donne même l'adresse, c'est rue d'Ancre à Paris. Et cette école propose des cours d'initiation et de progression dans différents genres littéraires, principalement le roman. Et vous ne serez pas surpris de voir que cette école a un grand succès, puisqu'elle a accueilli 1500 participants en l'année 2018. Voilà. Donc vous êtes vraiment heureux, enfin je pense, vous serez vraiment heureux d'être venu ce soir pour écouter Alexandre, car il vous donnera les bonnes raisons qu'il y a de dire lorsqu'on ne croit en rien. Voilà, à tout à l'heure, merci. De fermer la porte pour qu'on puisse avoir la clé. Ah, oui, Bernard. Fermé. Oh, c'est gentil, cher ami. Bonsoir, merci d'être présent ce soir. Merci Yves pour cette généreuse et amicale présentation. Alors effectivement, je vais vous proposer quelques réflexions ce soir assez différentes de celles que j'ai proposées il y a quelques jours lors de ma première intervention qui s'est trouvée à Paris. Je dis ça parce que je reconnais quelques visages. J'essaierai néanmoins d'établir quelques passerelles entre les deux interventions. Je vais vous parler aujourd'hui du scepticisme antique et puis de l'usage qu'on peut en faire aujourd'hui. Et je vais donc vous présenter, durant un exposé qui va durer à peu près 1 heure, quelques réflexions qui appartiennent à mon livre éponyme, donc comment vivre lorsqu'on ne prend rien. Voilà, donc déjà je pense que cet intitulé, comment vivre lorsqu'on ne prend rien, c'est un intitulé qui prend un peu à rebrousse-poil l'auditeur ou le lecteur
Et il me semble qu'il faut immédiatement préciser de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ce ne croire en rien? Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il me semble que ne croire en rien ici peut se référer à une expérience qu'on a tous faite un jour ou l'autre, qui est une expérience de vertige, de doute radical. Je dirais que cette expérience, c'est une expérience métaphysique qu'on fait assez spontanément en regardant le ciel étoilé. Je pense que ça vous est arrivé à tous, ici à la maison, c'est regarder le ciel étoilé par une belle nuit pure. Il y a des étoiles éparpillées sur le fond de nuit, très nombreuses. Il y a près de 1000 milliards de galaxies dans l'univers observable, c'est ce que nous savons aujourd'hui. Chacune de ces galaxies, de ces 2000 milliards de galaxies, compte un peu plus de 100 milliards d'étoiles. Certaines sont beaucoup plus grandes encore. Et quand on prend la mesure de ces dimensions, enfin qu'on connaisse les chiffres, qu'on ne les connaisse pas, c'est un peu la même chose. Il y a ce vertige qu'on éprouve devant le ciel étoilé, et on se dit, mais finalement, quel mystère insondable que je sois ici, présent, sur Terre, vivant, éveillé, conscient. Le simple fait que je sois conscient du spectacle du ciel étoilé, c'est presque un deuxième miracle en face du premier, c'est-à-dire qu'à travers moi, qui regarde le ciel étoilé, c'est un peu comme si l'univers se regardait lui-même, puisque je fais partie de cet univers. Et sur la raison d'être de cette situation tout à fait étrange, moi, conscience éveillée, avec un regard dirigé vers le ciel, sur la raison d'être de toute chose, en fait, je n'ai aucun éclairage. Si je suis sincère avec moi-même, je me dis que finalement, je n'ai pas de certitude quant au sens de cette vie, à la raison d'être de ces étoiles, à leur cause première, à leur cause finale, à ce qui les maintient. Tout ça est infiniment vertigineux, mystérieux. Et je dirais que ce vertige qu'on éprouve devant le ciel étoilé, mais qu'on peut éprouver devant bien d'autres circonstances dans l'existence, on peut l'éprouver devant un paysage, on peut l'éprouver aussi devant certains actes moraux ou certaines œuvres d'art qui suscitent en nous une admiration très grande. Ce vertige, en fait, nous fait un peu horreur, si bien que très souvent, les systèmes de croyance, et j'entends par là système de croyance au sens large, c'est-à-dire les systèmes de croyance, les systèmes philosophiques, les croyances religieuses, les dogmes religieux, les idéologies politiques, sont là pour nous sortir du vertige. Enfin, sont là pour nous donner des réponses consolantes et nous empêcher d'éprouver trop longtemps cette expérience de déstabilisation par l'ignorance fondamentale dans laquelle nous sommes de notre raison d'être. Alors, être sceptique, qu'est-ce que c'est? Ou affirmer qu'on ne croit en rien au seuil d'un livre qui parle de morale, parce que c'est de morale et de la manière de diriger sa vie que je vais vous parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on essaie de rester fidèle à cette expérience de vertige. Cette expérience de vertige, au lieu de vouloir la nier, au lieu de très vite vouloir sauter sur une explication qui peut être scientifique, religieuse, politique, au lieu de vouloir sauter sur des certitudes, on reste en contact avec cette incertitude première. C'est donc ça, ne croire en rien, et c'est dans ce sens-là que je pense que peut-être que nous sommes tous des sceptiques, les plus grands sceptiques étant en fait les fanatiques, puisque ce sont ceux à qui le vertige de leur propre incertitude fait le plus horreur. Souvent, les plus dogmatiques et les plus fanatiques ne sont que ceux qui ont le plus horreur du doute qui est en eux. Enfin, c'est une hypothèse psychologique. Mais, vous voyez, la perspective que je voudrais vous proposer ici ne consiste pas, comme pouvait le faire Michel Onfray dans son traité d'athéologie il y a quelques années, à vous faire une sorte de, disons, d'anticatéchisme, c'est-à-dire d'anticléricalisme très Troisième République. Enfin, c'est pas tellement ma perspective. Raviver la lutte contre les athées, enfin, entre les athées et les religieux, entre les athées et les croyants, ne me paraît pas du tout pertinent, puisque, selon moi, la ligne de fracture ne se situe pas là. La ligne de fracture intéressante, pertinente, n'est pas entre les croyants et les athées, qui peuvent très bien s'entendre, elle se situe plutôt entre les dogmatiques et les non-dogmatiques. Autrement dit, entre les dogmatiques et les sceptiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe chez les religieux des gens qui sont des sceptiques, dont la foi est en permanence retravaillée par le doute. Et dans notre tradition philosophique, il y en a un qui est très connu, pour ça c'est Pascal. De toute évidence, Pascal est un croyant sceptique, un croyant qui est en permanence en contact avec ce vertige devant le ciel étoilé, devant les espaces infinis dont je viens de parler. Mais Kierkegaard aussi pourrait être un autre nom à citer. Søren Kierkegaard, un autre nom de croyant sceptique. Et puis, chez les athées, vous avez des figures de dogmatiques qui sont tout à fait dangereuses. Vous avez des scientistes, des positivistes, des marxistes-léninistes orthodoxes. Vous avez toutes sortes de gens qui ont une sorte de ligne,
une sorte de ligne intransigeante, rigide, qui fait d'eux des individus dangereux, en tout cas quand ils peuvent avoir un effet social, un effet sociopolitique. Et donc, à mon sens, le véritable combat ne consiste pas à dresser les uns contre les autres, les croyants et les athées. Ça, c'était la grande affaire de l'époque de la séparation de l'Église et de l'État, la grande affaire de la Troisième République. Je crois que c'est plus vraiment la nôtre en 2021. Enfin, ce serait avoir les yeux et la tête dans le passé que de réfléchir ainsi. Non, la vraie grande affaire, c'est de défendre les sceptiques, ceux qui sont ouverts au doute et qui ont du coup le sens de la nuance, les défendre donc contre les dogmatiques. Voilà, c'est donc ces quelques observations que je vous propose en préambule. Alors, on dit souvent que les philosophes, face à une question difficile, comment vivre lorsqu'on ne croit rien, c'est une question difficile. Face à une question difficile, on dit souvent que les philosophes font les malins, enfin c'est ce qu'on enseigne normalement en classe de philosophie, en terminale, souvenez-vous. C'est-à-dire, ils critiquent les termes de la question, ils commentent les termes de la question, mais ils ne répondent pas à la question. Je vais faire tout l'inverse, je vais proposer une réponse. Je vais proposer une réponse à la question. Vous proposez 4 conseils de vie, 4 conseils moraux, et les justifier longuement. Voilà. Ces 4 conseils, je pourrais en fait en traiter très longuement, je m'attarderai brièvement sur chacun d'eux, leur exposition et justification totale me prendrait des heures et des heures, mais peu importe. Vous aurez comme ça 4 conseils, il y a une sorte de quadruple remède, moi j'appelle ça le quadruple remède sceptique. Donc 4 conseils pour une sorte de tétrapharmacone pour se diriger dans l'existence. Alors, 4, c'est amusant quand même, juste encore un mot en préambule. 4, c'est amusant parce que les philosophes n'aiment pas tellement le 4. Les philosophes les plus simplistes aiment bien le binaire, blanc, noir, bien, mal, vrai, faux, ça c'est les grandes oppositions, nature, culture, homme, femme, etc. etc. Quand ils sont un peu plus raffinés, ils vont jusqu'au 3. Alors, là, on a toute la subtilité dialectique qui arrive avec Hegel, thèse, antithèse, synthèse. Kierkegaard, tiens, j'ai parlé de lui, les 3 stades de l'existence, esthétique, éthique, religieux. Bon, mais le 3, c'est quand même un petit peu focus, c'est-à-dire que très souvent, c'est oui, non, peut-être. Enfin, le 3, c'est pas complètement équilibré comme figure. Alors, la figure du 4 est intéressante, mais les raisonnements ou les théories philosophiques appuyées sur 4 principes sont très rares. Moi, j'en connais que 2, le quadruple remède. Vous voyez, une table tient avec 4 pieds, elle est bien stable. Et finalement, c'est dommage de se priver du 4. Tout ça par superstition religieuse, par amour de la Trinité. Non, mais je ne plaisante pas. Alors, bon, voilà pour le préambule. Le premier conseil, je vais commencer par les énoncer et les justifier ensuite. Alors, ne perds pas ta vie à poursuivre un but illusoire. C'est un conseil auquel j'ai pensé en faisant référence à René Descartes, et plus exactement à une séquence qu'on trouve chez Descartes. Descartes ne connaissait pas la Réunion, mais peut-être que son conseil s'applique à la Réunion. Donc en 1637, dans son discours de la méthode, Descartes nous dit que si vous êtes perdu en forêt, et que vous souhaitez sortir de la forêt, il y a une solution. Il faut choisir une direction, peu importe laquelle, vous la choisissez arbitrairement, et vous marchez très 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 longtemps, de telle manière que vous allez sortir de la forêt. C'est évidemment une métaphore. Ce qui veut dire par là, la forêt, c'est l'existence. Donc vous choisissez une direction, peu importe laquelle, et vous restez très ferme dans vos résolutions. Vous gardez la direction que vous avez choisie, votre décision initiale, vous la prolongez, vous ne l'appliquez pas, et vous arriverez quelque part. Notez bien que cette métaphore de la forêt est pernicieuse au sens où elle laisse entendre qu'il y a quelque chose à l'extérieur de la forêt. Une vallée, un village, une ville, une auberge, un lieu où vous allez être accueillis. Or, comme vous avez compris que c'est une métaphore, on voit bien que cette métaphore de la lisière nous ramène à cette idée soit d'une vie après la mort, soit d'un sens au-delà de ce qui nous entoure. Mais si vous ne croyez en rien, puisque c'est le point de départ, vous dites non, il n'y a pas d'extériorité à la vie elle-même. Ou s'il y en a une, peut-être, mon niveau d'incertitude est tel que je ne peux pas miser là-dessus. Alors, il faut déplacer l'image, ou il faut la modifier. Il faut imaginer une planète qui serait très particulière, qui serait en fait la planète Réunion, et qui serait couverte de forêt. Mais tout à fait ronde, enfin tout à fait sphérique. Et là, si vous êtes sur cette planète, c'est-à-dire dans une forêt sans extériorité, une existence dont on ne peut pas sortir, c'est ça dont on parle en fait, une existence dont on ne peut pas sortir, il n'y a pas de lisière, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas un après, il n'y a pas une auberge, au-delà, il n'y a rien.
et que vous choisissez une direction, peu importe laquelle, et que vous marchez très très longtemps en ligne droite, qu'est-ce qui va se passer? Au mieux, vous allez retourner à votre point de départ. Mais vous allez plus vraisemblablement mourir d'épuisement avant. Alors, pour poursuivre cette métaphore, ce que je dirais, c'est que la seule attitude valable, si vous êtes dans une forêt sans extériorité, et c'est comme ça que je vous propose de regarder les distances, de considérer les distances, la seule attitude valable consiste à implanter son bivouac quelque part et à rayonner en étoile pour explorer le milieu dans lequel vous vous trouvez. C'est-à-dire essayer de comprendre où il y a de l'eau, où il y a des fruits, où il y a des légumes, partir en reconnaissance, peut-être déplacer le bivouac de temps à autre, mais en tout cas vous établir quelque part et rayonner en étoile. Par transposition existentielle, par transposition morale, ça signifie simplement que cette première recommandation consiste à ne pas marcher en ligne droite en n'ayant qu'un seul but en tête, mais à explorer des attitudes contradictoires dans l'existence. Par exemple, l'ivresse et la sobriété. Par exemple, la discipline et le chaos. Par exemple, l'ordre et le désordre. Enfin, vous pouvez lister très longtemps des attitudes différentes que vous pouvez explorer successivement. Mais en tout cas, cette idée d'un rayonnement en étoile, d'une exploration des possibilités qu'offre l'existence plutôt qu'une marche forcée en ligne droite, me paraît être le premier conseil, la première attitude existentielle possible. Alors, ça signifie aussi que... Enfin, je disais ça sur cette ligne droite, je vais faire quand même une... c'est une drôle d'image que je vous ai mis exprès, c'est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle le Land Art, Richard Long, et qui aimait bien tracer des lignes droites en un geste très très cartésien, dans des paysages qui peuvent être même très vallonnés, très animés. Il reproduisait la ligne, il reproduisait en quelque sorte l'esprit occidental au sein d'un monde aléatoire, étrange, divers, d'un sol accidenté. Alors, moi il me semble qu'au sortir des études, j'ai vu pas mal de mes camarades choisir leur ligne droite. Pour certains, elle est politique, pour d'autres religieuses, d'autres encore, c'était le profit ou le fait d'entrer dans une entreprise. Mais à un moment, il y a un seul cap. Il y a un cap qui est donné, on sent bien que les gens sont en étoile, progressent en étoile durant leur jeunesse et durant leur adolescence. Ils font des expériences, ils tentent des choses, ils explorent, et puis à un moment, ils se donnent un cap. Et alors là, ils deviennent terriblement ennuyeux. De simples automates, des machines qui essayent d'avancer sur un rail, et qui s'épuisent dans cette tentative d'avancer de manière rectiligne, toujours dans la même direction. Bon, voilà. Le premier conseil sceptique, c'est de ne pas du tout adopter cette attitude. Ce qui signifie aussi que cette morale que je vous propose, ou cette réflexion morale que je vous propose, n'est pas un eudémonisme. J'emploie un mot difficile. Alors, en gros, Aristote, au tout début de son éthique à Nicomède, dit que tous les philosophes qui s'occupent d'éthique, donc de la manière de mener sa vie, pour le dire plus simplement, sont des eudémonistes. Alors, eudémonia, c'est le bonheur en grec, et donc le démonisme, c'est la doctrine qui considère que le souverain bien dans cette existence, c'est le bonheur. Et donc, on pourrait se dire que si on essaye de marcher en ligne droite vers le bonheur, et que ça pourrait être le souverain bien, ça pourrait être un but qu'on pourrait se donner. Le démonisme est en lutte contre une autre attitude éthique chez les Grecs, qui est l'hédonisme. L'hédonisme, c'est la recherche du plaisir, hédon, le plaisir. Donc, vous êtes hédoniste. Alors, hédoniste, c'est difficile d'être hédoniste, 100% hédoniste, parce que notre capacité physiologique à ressentir du plaisir est limitée. Ça peut très vite se terminer mal. Regardez La Grande Bouffe, le film, je veux dire. Ça peut très vite se terminer par, si c'est du plaisir gastronomique, par une terrible indigestion, si c'est du plaisir physique, par un épuisement et un dérèglement de tous les organes. En fait, vous allez très vite buter contre vos limites physiques. On ne peut pas vraiment consacrer sa vie uniquement au plaisir. Et le démonisme, il me semble que c'est pas non plus faisable. Alors pour quelle raison c'est pas non plus faisable, le fait de viser le bonheur? Parce que le bonheur n'est pas un but qui s'atteint. Le bonheur n'est pas quelque chose qui s'obtient par calcul, par stratégie. On peut réunir autour de soi les conditions les plus favorables possibles au bonheur, mais le bonheur, on n'en décide pas. C'est un peu la métaphore du touriste. Vous savez, le touriste qui a loué sa maison à l'avance, et qui s'imagine à quel point ça va être extrêmement agréable de boire un rhum arrangé sur sa terrasse, en regardant le coucher de soleil à La Réunion. Il arrive, la château est cassée, le propriétaire n'est pas là, il y a la grand-mère du propriétaire,
qui n'a pas le numéro de téléphone d'un plombier, ses 2 enfants ont cassé un vase sur le côté, et en fait il va falloir attendre 3 jours avant que ce soit possible de s'asseoir sur ce balcon avec un rhum arrangé, mais en fait il y aura encore un autre problème. Au fond, on ne cesse de vouloir réunir les conditions qui ont l'air les plus favorables au bonheur, mais ça ne marche pas comme ça. Le bonheur surgit à l'improviste. Moi j'ai toujours tendance à dire que le bonheur est un passager clandestin de l'existence. Il fait de temps en temps son apparition sur le pont, et puis ensuite il disparaît à nouveau dans les soutes, et on ne sait pas pour combien de temps. On peut être frappé par une sorte de bouffée de bonheur, ou par un bonheur intense et fugace, alors qu'on va au travail le lundi matin, comme on peut, lors d'une soirée entre amis, s'ennuyer mortellement. En fait, il n'y a pas vraiment de stratégie simple, efficace, pour l'atteindre à tout coup. Alors celui qui l'a le mieux ressenti, c'est Nicolas Bouvier, et qui raconte dans L'usage du monde, son livre, son grand livre d'expérience et de voyage, une séquence, enfin un souvenir, où il se trouve à l'est d'Erzurum, en Turquie. Ça va ressembler à peu près à ça, enfin d'après ce que j'ai trouvé sur internet. Je n'y suis pas allé moi-même, c'est pas une région où on peut aller aujourd'hui. En gros, c'est Kurdistan. Et il est dans ces collines, à l'est de la ville d'Erzurum, et là, la voiture tombe à peu près en panne, il est avec son ami, ils sont fauchés, ils ne savent pas très bien où ils vont, ils ont perdu contact, ils commencent à perdre le contact avec l'Occident, à se trouver vraiment en Orient. Le soleil se lève et il dit qu'il éprouve une lévitation. Il y a un sentiment vraiment de légèreté, de bonheur extrêmement intense. Ben, c'est ça le bonheur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui surgit comme une sorte de sensation morale, à l'improviste, qui n'est pas dirigée, qui ne s'obtient pas, et donc inutile d'essayer de marcher vers lui en ligne droite. Le bonheur sera un compagnon occasionnel de l'existence, que vous marchiez en ligne droite ou que vous marchiez en zigzag. Et à mon avis d'ailleurs, vous le rencontrerez plus régulièrement en marchant en zigzag plutôt qu'en ligne droite, enfin en rayonnant en étoile plutôt qu'en marchant en ligne droite. Donc voilà pour le premier conseil. Est-ce que c'est clair ce que je raconte jusqu'ici? Alors j'avance. Le deuxième conseil, c'est ne choisis jamais. Ne choisis jamais. Oui, j'ai mis un tableau qui fait référence à Paris, au choix de Paris, qui devait choisir quelle était la plus belle des 3 grâces. Bon. Le jugement de Paris. Alors, il y a une phrase de Marcel Proust que j'aime bien dans La recherche du temps perdu. Marcel Proust dit « On aurait tort de parler en amour de bon ou de mauvais choix, parce que tant qu'il y a choix, il ne pourrait être que mauvais. » Alors, non seulement il me semble que c'est très juste, c'est-à-dire que si on a fait un choix tout à fait rationnel, en amour, par exemple, je ne sais pas, entre Émilie et Clémentine, Pierre et Jacques, vous faites un choix rationnel, vous posez des critères, vous évaluez, vous mettez une notation à chacun des partenaires possibles, et vous décidez rationnellement qui est le bon. Ça marche? Non, ça ne marche pas. L'évaluation rationnelle ne fonctionne pas. Ben, c'est comme ça pour tous les sujets. Pour le choix d'un métier, pour le choix d'une passion, pour le choix des amis, pour le choix de l'activité, pour le choix du lieu où on vit. Dès qu'il y a choix rationnel, le choix ne peut être que mauvais. Alors, une fois que j'ai dit ça sur le mode de la boutade, il va falloir que je le justifie un peu davantage. On va creuser un petit peu ce point. Je reviens à Descartes. Descartes, dans un autre livre, le traité des passions de l'âme, Descartes était visiblement, et c'était un grand voyageur, hein, il avait visité le grand livre du monde, il dit dans le discours de la méthode. Alors, dans le traité des passions de l'âme, il a une autre métaphore géographique. Il dit la chose suivante, il fait référence à une expérience qu'on fait tous, on marche en forêt et à un moment le sentier sur lequel on se trouve se sépare en deux chemins. Et il y a un chemin qu'on a un peu plus envie de prendre que l'autre. Est-ce qu'il faut le prendre ou est-ce qu'il ne faut pas le prendre? Descartes ne pose pas tout à fait le dilemme en ces termes. Il dit la chose suivante, il dit voilà, imaginez, vous êtes un voyageur, vous devez vous rendre d'une ville A à une ville B. On vous a indiqué une route, la route principale, qui est vraiment très sûre. Vous ne rencontrerez pas de voleurs de grands chemins, vous ne serez pas détroussés, on vous la conseille. Et puis il y a un petit chemin, un raccourci qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sympathique, mais un peu plus dangereux. Et quand vous arrivez à la croisée des chemins, vous avez un mauvais pressentiment à propos de la grande route. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous chiffonne, vous n'avez pas du tout envie de la prendre. Vous vous sentez beaucoup plus attiré par le petit sentier, le raccourci. Qu'est-ce qu'il faut faire?
vous a prévenu, on vous a contre des voleurs qui nous détroussent et qui nous roulent tout de bâton, on n'aura rationnellement rien à se reprocher. On aura fait le meilleur choix possible. Tandis que si jamais on prend le petit sentier et qu'on tombe sur des voleurs, c'est vraiment notre faute. Vous voyez l'idée? Mais alors, appliquer à l'existence, on fait quoi avec ça? C'est simple, c'est ce qu'on indique souvent aux enfants comme étant la voie royale. C'est-à-dire un bac scientifique, une prépa commerce, tiens, ça fait un métier où on gagne bien sa vie. Et puis, après une prépa commerciale, un diplôme, vous devenez en fait expert comptable ou directeur marketing dans une grande multinationale. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez suivi, à chaque fois qu'il y avait une bifurcation possible, la voie la plus sûre. Rationnellement, la voie la plus sûre. Et vous êtes presque assuré d'avoir une vie assez ennuyeuse. Alors, donc c'est pour ça que cette histoire de choix rationnel, par évaluation des mérites, des avantages d'un chemin, de l'autre, il faut s'en méfier en amour, c'est-à-dire qu'il faut s'en méfier professionnellement. Mais je vais encore creuser un petit peu ce point parce que, au fond, quand on veut s'opposer à une méthode qui consiste à évaluer rationnellement les choix, puis à choisir le meilleur, il faut quand même avoir des arguments et pas seulement des pirouettes et des boutades. Alors ces arguments, moi je vais aller les chercher du côté d'un philosophe que vous ne connaissez probablement pas. Vous allez vite comprendre pourquoi il n'est pas enseigné, pas connu. Sextus Empiricus. Sextus Empiricus, c'est un philosophe dont on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il était médecin, qu'il a vécu à Alexandrie vers le 2e ou 3e siècle de notre ère. Et on sait qu'il appartient à une école de sceptiques qui vivait à Alexandrie. Il y avait beaucoup d'écoles de philosophie différentes au début de notre ère à Alexandrie qui vivaient ensemble. C'était un lieu de pluralisme en fait, philosophique et religieux. Alexandrie. Et Sextus Empiricus, en fait, on ne sait pas si c'était le premier, le principal de tous les sceptiques. Ce qui est certain, c'est le seul dont un ouvrage entier et vraiment conséquent nous soit parvenu. Cet ouvrage, ce sont les Esquisses pyrrhoniennes. Et c'est en fait le texte le plus complet qu'on a sur la philosophie sceptique de l'Antiquité. Les autres textes ont été dispersés, ont disparu. Ce ne sont pas des textes que les moines mettaient une rage folle à conserver en bon état. Et ce texte de Sextus Empiricus, en fait, a longuement dormi. Pour la petite histoire, en fait, il se trouvait une copie au couvent San Marco. Et quand Savonarola a voulu armer la Florence contre la principauté de Florence contre le Vatican, il pensait qu'il allait trouver du côté des sceptiques des armes théologiques pour s'opposer à la théologie vaticane. Et Savonarola, qui ne connaissait rien au contenu du livre de Sextus Empiricus, a demandé à Victor de la Mirandole de faire une traduction du grec vers le latin. Une fois que cette traduction a été faite, l'imprimerie a commencé à se développer et des copies des esquisses pyrrhoniennes de Sextus Empiricus se sont disséminées dans toute l'Europe. Pour ceux qui connaissent un peu la philosophie classique, les philosophes disent souvent j'ai eu une crise de doute, j'ai traversé un moment, la philosophie classique c'est celle du XVIIe siècle, XVIe siècle, j'ai traversé une crise pyrrhonienne. Ça veut dire j'ai traversé une crise de doute, j'ai abjuré ma religion, j'ai perdu le contact avec Dieu, et ça a l'air d'être décrit comme un truc vraiment terrible, cette crise pyrrhonienne. Eh bien, en fait, la crise pyrrhonienne, quand les philosophes parlent de ça, c'est qu'ils ont eu entre les mains l'ouvrage de Sextus Empiricus, les esquisses pyrrhoniennes, que Montaigne cite souvent et qu'il appelle toujours le Divin Sixte. Alors, c'est donc un livre qui a eu une énorme influence sur la pensée occidentale, puisque c'est un livre qui a été présent au moment du schisme protestant, puis au moment, disons, de l'essor de l'humanisme, enfin, au moment où la philosophie s'est libérée du joug religieux, on va dire ça comme ça. Mais ce livre, il a toujours circulé souterrainement, sous le manteau. C'est pour ça qu'on ne nous en a pas parlé, ni de Sextus Empiricus, ni des sceptiques, en terminale. Alors, au début de son livre, Sextus Empiricus définit ce qu'il appelle le caractère général du scepticisme en une phrase, en une formule très ramassée. Je vais juste vous dire cette formule. En fait, elle contient l'essentiel de la doctrine. Le scepticisme est la faculté de mettre face à face les choses qui apparaissent, aussi bien que celles qui sont pensées, de quelque manière que ce soit, capacité par laquelle, du fait de la force égale qu'il y a dans les objets et les raisonnements opposés, nous arrivons d'abord à la suspension de l'assentiment, et après cela à la tranquillité. Je vais m'attarder un petit peu sur ce qu'il dit là. Ce qu'il dit là, c'est que c'est les deux éléments phares de la doctrine sceptique, c'est qu'il ne s'agit pas de balancer complètement l'usage de la raison. Au contraire, les sceptiques pensent que devant toute question importante ou devant tout choix, vous pouvez construire deux raisonnements rationnels opposés de force égale.
Par exemple, de quelle couleur est vraiment une tomate? Je la vois rouge, le taureau la voit grise, c'est indécidable. Voilà une manière de raisonner en opposant des choses observables. On peut aussi raisonner en opposant des choses qui sont pensées. Rappelez-vous cette phrase, on peut opposer des théories en fait d'égale force. Par exemple, qu'y avait-il avant le Big Bang? Selon certains astrophysiciens, l'univers contracté n'était qu'une singularité, un point d'une densité infinie, et il n'y avait pas de temps. Selon d'autres, avant le Big Bang, il y a eu un autre univers qui a précédé celui que nous connaissons et qui s'est rétracté en un point de singularité avant de connaître à nouveau une expansion. Voilà deux théories. Une fois que vous avez deux théories, qu'elles sont opposées, qu'elles disent le contraire l'une de l'autre, qu'elles sont d'égale force, que devez-vous faire? Vous suspendez votre assentiment. La méthode des sceptiques consiste en fait à procéder à un examen rationnel très profond de chaque problème, que ce soit des problèmes scientifiques, des problèmes moraux, des problèmes politiques. On fait un examen rationnel très approfondi, on bâtit deux raisonnements contraires d'égale force, et une fois qu'on a fait ça, on fait un pas de côté. On se libère de la rationalité. Ça s'appelle suspendre l'assentiment. En grec, c'est l'époquer. On retrouve un peu cette image d'ailleurs de la lévitation qu'il y avait chez Nicolas Bouvier. Je vous parlais de cette sensation de bonheur qui passe par une sensation de lévitation, dit Nicolas Bouvier. C'est cette idée de se libérer de la puissance de l'intellect et de gagner un peu autre chose, de flotter, de s'octroyer en fait un lieu où on est au-dessus du rationnel, où on est au-dessus du connaissable. Vous pouvez l'atteindre d'un seul coup, hein, quand Montaigne dit « mais que sais-je » quand Socrate ne cesse de dire « que sais-je sinon que je ne sais rien », ce sont presque des attitudes sceptiques qui nous sont montrées là. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce ne sont pas des gens qui détestent le savoir. Des sceptiques ne sont pas des gens qui veulent la destruction de la raison et du savoir, au contraire. Ils adorent la raison et le savoir. Ils l'utilisent, ils la manient. Mais quand on arrive au moment de la conclusion ultime, on suspend son assentiment. On ne finit jamais par croire complètement à sa théorie. C'est une attitude, cette attitude sceptique, qui est absolument indispensable pour un scientifique. Je dirais que le scepticisme a gagné dans un champ, c'est les sciences. Un scientifique, c'est très bien, que ce soit Einstein, je veux dire, un scientifique, c'est très bien qu'il va participer à l'édification d'un savoir commun, utiliser sa rationalité le mieux qu'il peut, bâtir une théorie, et que dans 100 ans, sa théorie sera jugée obsolète. Qu'il y aura eu de nouveaux résultats, peut-être des résultats d'expérience, des choses observables qui viennent contredire sa théorie, peut-être de nouvelles théories qui seront d'égale force ou qui auront même renversé sa théorie, ou l'auront englobée ou modifiée. Et c'est ça la science. L'usage de la raison, en fait, pour un scientifique, n'est possible que sur fond de scepticisme. Si un scientifique pense qu'il va arriver à une conclusion définitive sur la nature de toute chose, il n'est plus un scientifique. Alors, le scepticisme, cette attitude, ça marche très bien en sciences, et ça a gagné en sciences, dans le domaine des sciences. Je dirais que dans le monde de la morale, c'est moins évident. C'est moins évident, j'ai l'impression qu'il y a une forme de... C'est-à-dire dans le monde de la morale. Quand la question est de savoir comment diriger sa vie, le scepticisme a souvent mauvaise presse. Il faut dire que les chrétiens ont fait une mauvaise publicité au scepticisme pendant des siècles et des siècles. Notamment à travers une fable, qui est la fable que vous connaissez sans doute, dite de l'âne de Buridan. Vous connaissez cette fable? L'idée est la suivante. Il y a un âne, c'est l'âne de Buridan. Alors, il y a un âne, il a à égale distance de lui un peu d'avoine et de l'eau. Et puis, il commence à réfléchir en sceptique rationnellement pour savoir ce qui est le plus important et le plus nécessaire à la vie. Est-ce que c'est l'avoine, est-ce que c'est l'eau? Il raisonne, il raisonne, il raisonne, et ne pouvant se décider, il meurt de faim et de soif sur place. Alors ça, vous voyez très bien que c'est la réponse des théologiens chrétiens au scepticisme de Sextus Empiricus. C'est une manière de tourner en dérision son attitude. En réalité, chez les sceptiques, on n'est pas des ânes. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple, c'est pas aussi bête ce qu'il faut entendre par suspension de l'assentiment. C'est pas quelque chose qui va vous faire mourir. D'ailleurs, cette objection, elle avait déjà été faite très tôt. Ça va, je suis toujours clair dans les notions? Ouais, dites hein, si... ouais. Elle avait été faite très tôt parce que la notion d'époquer, elle n'est pas apparue chez Sextus Empiricus, c'est la notion donc de suspension de l'assentiment. Cette idée que vous pouvez faire usage de votre rationalité, mais qu'à un moment, il faut lâcher. Et il faut aller ailleurs. Mentalement, il faut vous libérer des conclusions rationnelles. Alors, cette idée de la suspension générale de l'assentiment, elle avait été proposée
par un philosophe qui s'appelle Arcélizas. Et Arcélizas, c'était le 5e scolarque, c'est-à-dire le 5e successeur de Platon à l'Académie d'Athènes. Ne vous inquiétez pas, personne ne sait ces choses-là. Il faut vraiment aller les chercher. Pourquoi? Parce que les scepticismes, c'est une histoire étouffée. C'est une histoire occultée. Et certainement pas enseignée au lycée, où c'est la philosophie de type chrétienne puis rationaliste qui domine. Alors, Arcésilas dit qu'il faut pratiquer la suspension générale de l'assentiment. Et tout de suite, certains de ses contemporains lui disent: mais alors si un chien enragé arrive vers toi en aboyant et s'apprête à te mordre, puisque tu doutes que la morsure fait mal, tu ne vas même pas t'écarter. Si on te jette une pierre à la figure, tu ne vas même pas bouger la tête, puisque tu doutes qu'une pierre sur la tête fait mal. Et donc tu vas recevoir la tête en plein visage. Alors, la réponse à Césilas, d'après Plutarque, fut la suivante. Rien de tout cela, puisque, en fait, l'impulsion à vivre que l'on porte en soi, le désir de vivre que l'on porte en soi, ce que les Grecs appellent aussi la ormée, dont j'ai déjà un peu parlé, suffit largement pour éviter la pierre ou pour éviter la morsure du chien. En fait, une fois que vous suspendez votre assentiment aux théories rationnelles, c'est-à-dire une fois que vous avez neutralisé ce qui vient de l'intellect, ce qui vient de la rationalité, qu'est-ce qui va vous guider? Une sorte d'impulsion naturelle que vous avez à vivre. Une sorte de désir de vie naturelle et spontanée qui est en vous. Donc voilà la réponse que font les sceptiques, et la raison pour laquelle l'âne de Buridan, dans une perspective sceptique, ne peut pas mourir ni de soif ni de faim. Il ira boire et il ira manger. C'est même la première chose qu'il fera, puisque, contrairement à un intellectuel moyen, un sceptique ne s'embarrasse pas des théories quand les théories sont trop pesantes. C'est quelqu'un qui cherche au contraire une forme d'extériorité ou d'allègement par rapport au poids de l'intellect et des constructions rationnelles. Ce qui fait que on peut prêter une attention assez particulière et une attention renouvelée au type de tranquillité. Alors les Grecs parlent souvent de tranquillité, le but de la sagesse, le but des doxines de vie. C'est souvent la tranquillité, l'ataraxie, l'absence de mots. Nous autres, modernes, on parlerait plutôt de bien-être. Une sorte de bien-être. Mais en tout cas, ce que nous dit de manière très intéressante Sextus Empiricus, c'est que le sceptique va trouver une sorte de repos en lui-même, une sorte de repos de l'âme, un peu par inadvertance. Et alors il a une très belle image là-dessus. Il dit que le calme ou la tranquillité advient au sceptique de la même manière que le peintre appelle, s'y est pris pour peindre l'écume sur la... Il butait contre une difficulté de représentation, et en fait, le peintre de rage envoie balader l'éponge sur sa peinture, et l'éponge, sur un choc complètement hasardeux, tout d'un coup, l'éponge forme exactement l'écume qu'il fallait sur les naseaux du cheval. Donc le résultat est obtenu, mais le résultat est obtenu quand on cesse de s'appliquer à l'obtenir. En fait, ça c'est sans doute l'une des meilleures images, ou l'une des meilleures métaphores ou situations qui permettent de faire comprendre ce que c'est que cette fameuse épopée des sceptiques, ce que c'est que cette fameuse suspension de l'assentiment. On cesse de s'acharner après la solution, on cesse de courir après la solution, et on a un geste spontané, un geste libre. D'ailleurs, quand j'ai trouvé ce passage chez Sextus Empiricus, moi j'ai immédiatement pensé à Bacon. Bacon, pourquoi? Parce que chez Bacon, il y a une architecture de toile, un fond et une architecture qui sont toujours posés au pinceau, de manière parfois extrêmement architecturée, délicate, précise, disciplinée, et la fin est toujours faite à la brosse et à l'éponge, avec des coups comme furieux et hasardeux. Ce qui produit ces effets sur le visage qui sont très frappants, puisqu'il y a ressemblance, mais il y a aussi le jeu du hasard. Quelque chose est intervenu comme de la non-maîtrise au milieu de ce visage. Et pourtant, il y a ressemblance malgré tout. J'ai choisi un autoportrait, mais dans la technique de Bacon, vous trouvez toujours cet usage de l'éponge ou du coup de brosse hasardeux, rageur, au milieu du visage. Alors, là, je dirais qu'à ce stade, on est un tout petit peu plus équipé pour comprendre ce qu'on peut opposer à la doctrine du choix rationnel, à l'attitude cartésienne, à l'attitude qui consiste à évaluer rationnellement les situations et les issues pour faire son choix. On peut dire oui, il faut procéder à un examen rationnel, on ne va pas jeter ce formidable outil qui est la raison et qui est en nous, ce serait quand même vraiment dommage. Faisons usage de notre raison, et puis une fois qu'on l'a fait, prenons le petit sentier.
C'est-à-dire, faisons ou jetons l'éponge. Alors, ça m'amène à mon conseil numéro 3. Mon conseil numéro 3, qui est donc obéis toujours à ton désir le plus grand. Alors, ça c'est simple, en fait, j'ai l'impression que j'ai presque justifié précédemment, puisque une fois qu'on a fait tomber l'édifice du choix rationnel, et là je parle des choix de vie, et c'est peut-être aussi une conférence qui s'adresse à des gens qui ont des choix de vie devant eux, importants à faire, ou enfin... moi j'ai toujours aussi à l'esprit qu'il y a... Enfin, quand on est philosophe, on essaie de s'adresser à la jeunesse aussi, qui doit un peu se diriger dans l'existence, et qui doit faire des choix professionnels, des choix de vie. Eh bien, effectivement, il y a toutes sortes de recommandations rationnelles qui sont faites, mais le meilleur chemin, on va le trouver en obéissant à son désir le plus grand. Et alors, est-ce que c'est une doctrine dangereuse? Je ne crois pas, à condition de ne pas se méprendre sur la place ou la définition du mot désir ici. Je crois qu'on a une définition beaucoup trop restrictive dans la modernité du désir comme appétit. Du désir comme simple appétit et appétit dirigé vers un objet. C'est-à-dire que le désir, de manière assez mécanique ou assez physiologique, serait toujours un peu construit sur le modèle de la faim. J'ai faim, je mange un gâteau au chocolat, le désir est comblé, il est éteint, tout va mieux. Bon, c'est évidemment pas de ça que je parle. Le désir auquel je fais référence ici, ça n'est pas obéir à ton appétit plus grand. Ce serait un peu dommage. Le désir le plus grand, celui qu'on a en soi, il est évidemment bien plus profond. Il est du côté de la hormée, c'est-à-dire de l'impulsion fondamentale que nous ressentons à vivre. On pourrait aussi parler d'élan vital. On pourrait, avec Spinoza, parler ici de conatus, c'est-à-dire du désir de persévérer dans son être et de la joie qu'on ressent à sentir une augmentation d'être lors de certaines actions. Et en tout cas, vous voyez qu'on n'est pas dans un registre chrétien. On n'est pas dans un registre doloriste, rationaliste, chrétien. On est un peu ailleurs. Nous sommes là dans des doctrines en fait, de vie et d'existence qui mettent au centre des préoccupations la question vitale et la question du désir, tout en acceptant un usage de la rationalité. 12 conseils, obéis toujours à ton désir le plus grand. Et si je ne sais pas lequel il est, par exemple, si j'ai un choix et que j'ai du mal à le faire, un dilemme vraiment difficile, je ne sais pas, je suis à un moment de réorientation professionnelle, et je ne sais pas si je dois quitter la structure dans laquelle je suis, chercher un emploi ailleurs, je ne sais pas très bien ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sans doute réfléchir, peut-être aller parler avec les uns et les autres, mais la parole, c'est risqué. Enfin, le jeu de la conversation, c'est risqué. C'est-à-dire que vous pouvez subir l'influence d'un ami, de quelqu'un qui vous donne des conseils, et qui vous dirige dans une voie qui ne vous correspond pas. C'est pourquoi moi, j'aurais beaucoup plus tendance à souscrire à une autre manière de trancher ce type de problématique, qui est d'accorder une certaine confiance à la puissance germinative de la solution. C'est pour ça que je vous ai mis une plante. C'est exactement comme la solution, en fait, au problème que je rencontre dans l'existence. Elle est exactement à considérer comme une graine qui est dans la terre et qui n'a pas encore percé. À un moment, elle va percer. Quelque chose va apparaître comme évident. Il est bien possible d'ailleurs que la solution soit déjà là. Mais si jamais je me précipite sur un choix rationnel, je risque en fait de sectionner, de couper la tige, avant même que la graine ait percé la terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je risque, par application plaquée de la mécanique rationnelle sur le dynamisme même de la vie, avec je veux dire, toute la générosité et la diversité, l'ondoiement du devenir, je risque de plaquer là-dessus le tranchant de la lame de la décision rationnelle. Et donc, faire confiance à la puissance germinative de la solution me paraît être la meilleure chose à faire quand on ne sait pas quoi faire. Cela m'amène à mon quatrième et dernier remède. Mon quatrième et dernier remède, admire autant que tu
cette philosophie morale que je vous propose, qui est une philosophie, on va dire, d'inspiration sceptique, elle n'est pas très profonde, au sens où, enfin, elle est un peu superficielle, mais pour une raison qui, elle, est profonde. C'est que, en fait, les sceptiques n'ont pas une explication complète et cohérente à vous proposer de notre raison d'être dans le monde. Ils ne peuvent pas vous donner un compte-rendu détaillé, systématique, de ce qui fait la valeur de la vie humaine. Ils ne peuvent pas vous donner un décalogue. Ils ne peuvent pas vous donner des orientations définitives qui seraient arrimées aux structures mêmes de l'être des choses. En fait, les sceptiques considèrent qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin que les apparences, puisqu'il n'y a jamais de certitude acquise. Ce qui est encore le plus sûr, c'est ce que je vois, ce que je sens, ce que je peux sentir pour un sceptique. Ce que je construis par la raison est un peu plus délicat, un peu plus incertain, un peu plus fragile. Et donc, nous avons, avec le scepticisme, une philosophie de l'apparence pure. Quand on a une philosophie de l'apparence pure, une philosophie qui nous dit qu'il n'y a rien derrière le rideau des apparences, ou que s'il y a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, on a une philosophie qui est très légère. On a une philosophie qui se prive de la profondeur, on va dire, de l'idéalisme allemand, par exemple, qui va se mettre en quête de l'être ou de l'essence qui est derrière les apparences, qui se prive de grandes vérités ultimes. Donc on a une philosophie qui a l'air amputée de toute la philosophie elle-même, d'un certain côté, qui s'interdit de poser des vérités ou des certitudes métaphysiques ou des principes définitifs. Et c'est vrai, il y a cette superficialité dans le scepticisme, mais on gagne quelque chose en échange. En échange de cette superficialité, ce qu'on gagne, c'est l'esthétique. C'est-à-dire, c'est la magnification des apparences. C'est le goût des apparences pour elles-mêmes, le goût de les faire chatoyer, le goût de les faire vibrer. Au fond, pour un sceptique, il n'y a rien de plus profond que la vision du ciel étoilé ou la vision d'un paysage merveilleux. D'ailleurs, je l'ai prise avec mon smartphone il y a quelques jours. En fait, j'aurais pu en mettre plein d'autres. Je me suis juste amusé à l'insérer dans cette présentation. En fait, le scepticisme, c'est une métaphysique d'artiste. C'est une métaphysique d'amoureux des apparences. C'est là une autre branche. Je vous ai un petit peu parlé de Sextus Empiricus et de la voie, disons, du scepticisme d'Alexandrie. On connaît très très mal le scepticisme de l'Antiquité. On sait qu'il y avait un enseignement de type sceptique qui était donné à l'Académie de Platon, et ça on le sait à travers Cicéron. Pour ceux qui veulent creuser, c'est dans les académies que ça se trouve. Mais on sait aussi qu'un philosophe grec tout à fait bizarre, qui s'appelle Pyrrhon d'Élis, et qui avait accompagné Alexandre dans la conquête de l'Inde. Il était à la cour d'Alexandre le Grand, il a accompagné le conquérant en Inde. On pense qu'il a été initié en Inde par des gens qu'on appelle des gymnosophistes dans les textes grecs, donc probablement des yogis. Alors, on sait que ce Pyrrhon, en fait, est revenu dans sa ville natale, Élis, et qu'il a fondé une école sceptique. On sait aussi que son premier métier, c'est qu'il était peintre. Et quand je vous dis une métaphysique d'artiste, c'est une métaphysique d'artiste. C'est-à-dire que la valorisation de l'apparence, de la peinture notamment, et des images, est très fréquente chez les sceptiques, tout le contraire de Platon, qui déteste la séduction des images, qui pense que les images nous conduisent à l'idolâtrie et à l'erreur. Les sceptiques magnifient l'image. Eh bien, on la retrouve chez Pyrrhon, on la retrouve dans l'exemple du peintre Apelle. C'est pas du tout un hasard, c'est très construit comme doctrine et comme pensée philosophique. Si Sextus Empiricus, pour expliquer l'époque, a fait appel à l'exemple d'un peintre, c'est parce que la peinture travaille en profondeur la tradition sceptique depuis le départ. Alors, celui qui avait perçu ça dans le scepticisme antique, l'un des premiers à l'avoir bien compris, c'est Nietzsche. C'est Nietzsche qui, au tout début du Gai Savoir, vous savez, le Gai Savoir, c'est un drôle de bouquin de Nietzsche. Il a écrit au sortir de 6 mois, nous on appellerait ça un épisode dépressif. Il a une sorte d'épisode dépressif, et puis il en est ressorti comme enchanté, et il y a des pages euphoriques, il y a des pages joyeuses, très étranges dans le Gai Savoir. Et en tout cas, dans sa préface au Gai Savoir, il a cette phrase extraordinaire, il dit « Ah, ces Grecs, ils savaient vivre, pour cela il faut bravement s'en tenir à la surface, au pli, à l'épiderme, adorer l'apparence, croire aux formes, aux sons, aux mots, à tout l'Olympe de l'apparence. Ces Grecs étaient superficiels par profondeur. » De quoi parle-t-il ici? Il parle de l'attitude sceptique chez les Grecs. Il ne parle certainement pas du platonisme, ni de la théorie des idées ou de la théorie des formes. Donc,
vous voyez qu'on perd une certaine profondeur philosophique à dire « je ne sais rien », je ne peux rien affirmer sur ce qui se trouve au-delà du visible, je ne sais pas pourquoi je suis né, je ne sais pas quel est le sens de cette vie, je ne sais... Voilà, qui nous conduit à une attitude un peu plus contemplative. Ce qui me permet de récapituler, en étant à peu près dans les temps. Le quadruple remède sceptique que je vous ai présenté ce soir, et que je justifie nettement plus longuement voilà, dans le livre, je suis allé un peu vite, hein, j'espère avoir été clair malgré tout. Il est composé, par analogie avec le quadruple remède épicurien, de 2 conseils négatifs et de 2 conseils positifs. Donc les 2 premiers conseils sont des conseils négatifs. Ne perds pas ta vie à poursuivre un but illusoire et ne choisis jamais, ce sont des conseils négatifs qui permettent en fait d'échapper au dogmatisme, ne pas plier sa vie à un but, à une seule finalité. C'est le meilleur moyen d'échapper au dogmatisme et de vivre libre. Et ne choisis jamais, ça signifie, attention, faites usage de votre raison, mais sachez faire au moment final un pas de côté par rapport à ce qu'enseigne la raison. Mais c'est encore une attitude négative. Du côté du positif, il y a obéis toujours à ton désir le plus grand et admire autant que tu le peux les apparences de ce monde. Il y a un élève de Pyrrhon. Alors Pyrrhon, c'est quelqu'un qui n'a rien écrit. Pyrrhon de Lys, dont je vous ai parlé. Il a un élève qui a énormément écrit, qui était un ivrogne d'ailleurs. Son ivrognerie était légendaire dans l'Antiquité, Timon. Il a énormément écrit, beaucoup de traités, beaucoup de livres. On a il reste un seul vers de lui. Un seul vers, et ce vers c'est l'apparence, où qu'elle soit, l'emporte sur tout. Vous voyez, on revient à la notion centrale d'une admiration devant les apparences, et on est reconduit par là à la contemplation notamment de la nature qui est autour de nous. Une dernière anecdote sur Pyrrhon qui, moi, me touche beaucoup, c'est que Pyrrhon avait des élèves, une famille, dans sa petite ville d'Élis, mais que de temps en temps, tout le monde savait, enfin d'après la tradition, tout le monde savait qu'il disparaissait pendant 3-4 jours, et on ne s'inquiétait pas parce qu'on savait qu'il allait 3-4 jours dans la nature, marcher n'importe où, dans la forêt, dans des cavernes, on ne savait pas très bien, et qu'il revenait de là, tranquille, avec un sourire. Et que donc il allait juste partir quelques instants en méditation dans la forêt. Tout le contraire de Socrate. Socrate qui déteste sortir de la ville. Socrate qui, quand on le fait, on l'emmène au dehors des murs de la cité, il résiste. Il dit non, mais moi je veux être dans la cité, sur la place publique, là où l'on parle, là où il y a des livres, là où il y a des humains, c'est là qu'on philosophe. Pour ces sceptiques, on philosophe, on a un contact le plus essentiel possible avec ce qui nous entoure quand on contemple, et quand on contemple la nature. Donc voilà qui retrace un quadruple remède. Vous avez vu la démarche, je me suis beaucoup appuyé sur des auteurs peu connus et des auteurs antiques. Mon objectif néanmoins était de proposer une morale qui soit adaptée à notre temps. C'est-à-dire une morale pour 2021. Et je dirais qu'elle me paraît adaptée à notre temps, cette morale, parce que si on y regarde bien, il me semble que les morales religieuses sont en décalage important avec les modes de vie réels, et que les religieux eux-mêmes, ou ceux qui prétendent l'être, sont eux-mêmes pris dans des contradictions presque insolubles entre les principes de leur foi ou de leur religion et leur mode de vie. Cette morale sceptique, elle a un grand mérite, c'est qu'elle est tout à fait adaptée à une époque sécularisée et à une société sécularisée. Voilà, c'était ma conclusion. Vous avez eu raison d'applaudir parce que vous venez de rencontrer Alexandre le Grand. Vous avez vu avec quelle aisance il s'exprime. Bref, la parole vous appartient maintenant pour le questionner, pour aller jusque dans les petits coins, parce que peut-être d'autres idées peuvent surgir de cette relation entre vous et notre hôte. Voilà, qui veut prendre la parole? Nous n'avons pas de micro qui se déplace, donc je vous demande de rabaisser quelque peu votre masque et donc de vous exprimer à haute et intelligible voix. Qui prend la parole le premier? Oui, vas-y. Je veux juste demander à Alexandre s'il n'a pas été tenté de rajouter un 5e pilier juste pour pouvoir être à égalité avec les 5 piliers de la sagesse bouddhiste. Non.
Non, 4, ça me paraît très bien, c'est aussi un artifice mémotechnique. C'est-à-dire que c'est comme le code d'Épicure, c'est-à-dire que c'est une manière d'ordonner, si vous voulez, la réflexion pour que ce soit à la fois portatif, facile à se remémorer. Comme j'ai dit lors de la conférence précédente, il me semble que les morales ou les éthiques complexes sont inapplicables. Quand il y a beaucoup de principes, qu'il faut les hiérarchiser, et que vous vous retrouvez devant une situation, en fait, vous ne pouvez pas tellement les manier. Si vous regardez bien les éthiques ou les morales qui ont vraiment perduré, ou marqué, que ce soit la morale kantienne, avec son idée, agit toujours de telle façon que la maxime de ton action puisse devenir en même temps universelle. Enfin, si vous prenez les morales qui ont marqué, la morale des stoïciens, produis-toi de ce qui dépend de toi, non de ce qui ne dépend pas de toi, que je trouve très mauvaise par exemple. Mais au fond, elles fonctionnent incroyablement sur leur resserrement, leur caractère mémotechnique, simple, portatif. Vous voyez, donc 4 c'est parfait. 5, je craindrais déjà un... Mais au fond, c'était quoi le 5e? C'est quoi le 5e pilier? Je sais pas, ça c'est... Pardon, je m'excuse parce qu'il va falloir que je fasse attendre. Quand vous avez parlé, sur la diapo, il y avait l'autoportrait de Francis Bacon et l'histoire du peintre Rappel qui lance son pinceau, ça m'a fait penser à la sérendipité. Et le fait que beaucoup de découvertes scientifiques ont eu lieu grâce à la sérendipité. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut rapprocher la sérendipité de ce que vous avez évoqué quand vous avez évoqué en fait l'aspect sceptique? Oui. On n'entend pas la question. On va répéter. Alors pour répéter, quel est le rapport entre l'histoire du peintre Rappel qui jette son éponge et qui va produire en fait l'écume du cheval sur les naseaux du cheval, comme il le fallait? Quel est le rapport avec la sérendipité? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la sérendipité, ça vient d'un conte indien sur les voyageurs de Sérendip. Au fond, c'est un conte, mais il y a beaucoup de contes comme ça, ou de fables qui reproduisent ce motif, où des voyageurs partent à la recherche d'un trésor. L'oreille cassée de Tintin, c'est exactement ça. Partent à la recherche d'un trésor, et puis ils vont s'apercevoir que le trésor se trouvait au lieu même de leur point de départ. Et en attendant, ils vont faire tout un voyage pendant lequel ils vont trouver tout autre chose, un très autre grand nombre de trésors ou de solutions merveilleuses. Donc c'est ça, la sérendipité, c'est l'idée que vous partez à la recherche d'un but, et puis en chemin, vous trouvez tout à fait autre chose, peut-être de plus précieux. C'est aussi bien l'histoire de la tarte tatin que l'histoire de la découverte de la pénicilline. Ouais, voilà, et donc, c'est un concept qui, depuis quelques années, fait florès parce que ce concept de sérendipité, il est très lié pour le coup à la recherche sur les moteurs de recherche, sur les navigateurs. On ne parlait pas de sérendipité auparavant, mais sur les navigateurs de recherche sur le web, on s'est rendu compte que très souvent, on cherchait une information qu'on croyait importante, et puis qu'en fait, on se laissait aller par les hasards de la navigation à trouver tout à fait autre chose, et que ça pouvait être bénéfique, et même en un sens productif pour le travail ou créatif. Et donc la sérendipité est devenue la sérendipité, je dirais que c'est une attitude vraiment cognitive. C'est-à-dire que cognitive, c'est une attitude vis-à-vis de la connaissance. C'est-à-dire je cherche quelque chose, et en fait, il est intéressant de ne pas ignorer les signaux faibles ou les signaux entrants, parce que je vais peut-être trouver mieux que ce que je cherche sur le chemin de ma recherche première. L'évoquer, ou la suspension de l'assentiment, dont j'ai un petit peu parlé, c'est sans doute pas cognitif. C'est plus moral, c'est-à-dire que c'est plus existentiel. C'est plutôt une attitude. Moi, j'ai beaucoup utilisé la métaphore de la lévitation, d'être un peu... voilà, de se détacher de l'intellectualité. Et c'est là qu'il y aurait une différence à établir, à mon avis, entre les deux. Pratiquer la sérendipité, ça peut même parfois être une sorte de stratégie indirecte. Une stratégie indirecte pour trouver des connaissances ou des théories ou des idées originales, tout en ayant un regard braqué sur un but qui ne devient plus en fait qu'un simple levier heuristique, un levier de découverte. Ça devient une stratégie de recherche, si vous voulez. Alors que quand on parle de l'époquer, on cherche quelque chose comme une apesanteur.
en soi-même. Je ne sais pas si je suis toujours clair. Mais les deux sont constitutifs du bonheur, n'est-ce pas? Alors le bonheur, moi j'ai déjà dit que pour moi le bonheur il est un peu hasardeux. C'est-à-dire qu'il n'est pas commandé. On ne peut pas le commander sur Uber. Il ne sera pas livré, enfin sur Deliveroo. Il ne sera pas livré avec Deliveroo moyennant. Enfin, c'est-à-dire que. Mais la sérendipité, c'est ça, ça apparaît quand on l'attend pas. Oui. Est-ce qu'il y a de ça dans l'idée aussi? Peut-être. Enfin, moi je le lis beaucoup plus à une attitude de recherche d'information, étant donné que le succès de ce concept est très très lié au web. Oui, monsieur, allez-y. Oui, vous avez commencé votre propos en disant qu'on est opposé à téléprogramme et plutôt dogmatique. Éclairage Dogmatique sceptique. Scepticisme. Ma question, c'est, enfin, il me semble, parce que je ne suis pas sûr de l'exactitude du terme, est-ce que l'agnosticisme est une forme de scepticisme ou quel est son rapport par rapport au scepticisme? C'est une question assez difficile. Non, ça n'est pas en rapport direct. Ce sont des traditions différentes dans la mesure où l'agnosticisme, c'est une sorte de vertige qui est né à l'intérieur de l'univers de pensée religieux. Les agnostiques, ceux qui refusent la gnose, ceux qui refusent la visite du Saint-Esprit, sont en fait des gens qui sont menacés par l'hérésie. Et donc l'agnosticisme et tout ce qui se développe autour de l'agnosticisme, c'est quelque chose qui est comme en fait, ça apparaît très tôt, et c'est quelque chose comme une négation qui travaille de l'intérieur de la tradition théologique chrétienne. Le scepticisme, pas du tout, c'est plutôt une philosophie très cohérente, très construite, qui est née dans l'Antiquité, qui a eu 3 foyers d'apparition et d'enseignement. L'académie qui avait été fondée par Platon, parce qu'en fait on peut lire les dialogues de Platon, et surtout on peut interpréter le personnage de Socrate comme étant un sceptique, et on peut comprendre la tradition d'enseignement de l'académie comme étant une tradition sceptique. Donc ça c'est l'académie de Platon à Athènes, l'école de Pyrrhon à Élis, donc c'est pas à Athènes, mais c'est une école assez différente, et puis l'école d'Alexandrie qui nous est connue par Sextus Empiricus. Donc il y a 3 foyers, il y a eu une sorte de couvercle d'ignorance qui a été imposée sur ces doctrines philosophiques pendant toutes les religieuses, et on les redécouvre à la fin du XVe siècle. Enfin, fin du XVe siècle. On les redécouvre en 1490. Et puis tout ce que vous avez voulu nous présenter au travers de la disponibilité, parce que moi je retrouve l'ouverture disponible à ce monde qu'on ignore et qu'on essaie d'appréhender. Voilà, donc j'ai peut-être une précision sur le fait que c'est une loi, ça peut être autre chose qu'un dogme. Quand vous parlez de fidélité à des valeurs, une vraie question que je me pose moi, immédiatement, c'est est-ce que ce sont des valeurs au sens positif ou négatif? Alors, je vais expliquer un peu ça. C'est-à-dire que savoir qu'il y a des choses qu'on ne fera jamais, sous aucun prétexte, me paraît être une assez bonne chose, une assez bonne attitude. Sans doute pas dans nos temps, séculiers, où il n'y a pas d'enjeux vitaux majeurs liés à la survie, mais c'est vrai que du point de vue, par exemple, de l'éthique, moi j'ai toujours une admiration, comme beaucoup d'entre nous, et on s'y réfère souvent, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont été résistants sous l'occupation, et ce fut le cas de ma grand-mère, par exemple, qui n'était ni religieuse ni communiste. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses qu'elle ne ferait pas. Elle ne pouvait pas participer à un système d'oppression qui déportait les gens. Donc ça, c'était impossible pour elle. Et là, vous voyez, c'est une sorte de fidélité à des valeurs, mais au sens négatif. Il y a des affections auxquelles je ne participerai pas. Ça, d'accord. Si ce sont des valeurs au sens positif, ça me paraît plus dangereux. C'est-à-dire qu'en gros, les valeurs négatives, elles ne donnent pas de contenu à votre action. Il y a des choses que vous ne faites pas, mais pour le reste, elles vous laissent absolument libre d'expérimenter, d'improviser votre existence, d'être ouvert aux expériences nouvelles. Quand on parle de valeurs positives, c'est-à-dire vous vouez votre... pour beaucoup vouent leur existence à leur travail, enfin, à
un métier qu'ils se choisissent. Et alors là, ça me semble un peu dangereux de se coller des ornières, c'est-à-dire de n'avancer que dans une direction, dans un seul objectif. Donc voilà, il faut juste peut-être éclaircir cette question des valeurs. Si les valeurs, ce sont des garde-fous qui empêchent de participer à des abjections, tant mieux. Si les valeurs, c'est un but qu'on s'est donné et vers lequel on marche, quitte à s'épuiser, alors là, attention. Vous voyez sur... Ok. Je ne sais pas si ça vous satisfait comme... Pour aller un peu plus loin, mais par exemple, la valeur d'être honnête vis-à-vis de soi-même, c'est quand même quelque chose qui peut être un phare, quelque chose qui peut nous faire avancer, quoi. Alors je peux comprendre qu'on peut faire des erreurs dans cette honnêteté et que c'est quelque chose qui est assez relatif à soi-même déjà, parce qu'on est à l'aune de ce qu'on évalue par soi-même. Mais je veux dire, est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose que vous auriez tendance à rejeter parce que ça pourrait être une valeur qui pourrait nous trahir, etc. Non, pas du tout, mais d'ailleurs, ce qui nous met dans cette discussion, c'est que la phrase, c'est « ne perds pas ta vie à poursuivre un but illusoire ». Moi, je parlais de but. Vous avez traduit valeur. C'est pour ça que je vous ai dit attention aux valeurs positives, c'est-à-dire but, ou valeurs négatives. Est-ce qu'il y a des choses que je ne ferai pas, ou je valorise le fait d'être honnête vis-à-vis de moi-même. Mais pour moi, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, par exemple, n'est pas un but qu'on se donne dans l'existence. Par but, j'entends une finalité, un objectif, vous voyez, un cap. Être honnête vis-à-vis de soi-même, c'est plutôt une attitude, une disposition, une sorte de tonalité dans l'existence. Mais c'est comme être exigeant intellectuellement. Bon, vous pouvez dire, moi j'aime bien l'exigence intellectuelle, ça n'en fait pas le but, le cap, Moi je vois vraiment ce but illusoire au sens de cause finale, ce vers quoi vous marchez. Oui, le désir. Quelqu'un d'autre? C'est vrai. Non? Je sais pas si d'autres... Vous êtes ébloui, je l'imagine. Merci. Alors vous pourrez continuer à vous éblouir, sans vous noyer dans l'alcool naturellement, mais tous les ouvrages qui sont mis à votre disposition pour être signés de la main d'Alexandre. Moi j'aurais quand même une autre question. Parce qu'on dit par exemple d'un enfant, il a une bonne nature. Alors celui-là, visiblement, il est parti pour le meilleur avenir, enfin, bref, une vie accomplie. Et dans votre propos, je relevais un certain nombre d'expressions, comme le passager clandestin, c'est-à-dire des choses qui arrivent, qui nous éblouissent, je reprends le mot de tout à l'heure, tout à coup, sans qu'on s'y soit préparé et sans qu'on ait choisi un chemin particulier pour y parvenir. Et puis, d'autres expressions telles que l'impulsion naturelle, ou encore l'élan vital, la puissance germinative, etc. Donc ça veut dire en fait que l'homme, et la femme naturellement, est gouverné par sa nature, et que tout ce qui va lui arriver lui est déjà donné sans que pour autant il ait un choix véritable à faire. Alors la grande question, qu'en est-il de la liberté? Parce que tout un chacun se dit « je veux être libre » et l'enfant lui-même, utile une bonne nature, va chercher à se libérer par exemple de ses parents. Bref, qu'en est-il de la liberté puisque la nature nous fournit les éléments pour se réaliser? Alors, elle est moins difficile qu'il n'y paraît, cette question. Elle est moins difficile qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a pensé à la liberté en philosophie. L'un des philosophes qui a fourni une matrice pour penser à la liberté, c'est Hobbes. Et on a pensé à la liberté en fait comme le fait de pouvoir poursuivre son chemin sans rencontrer d'obstacles majeurs. Mais quand on pense à la liberté ainsi, c'est-à-dire moi je veux faire ça et je ne rencontre pas d'obstacles donc je suis libre. Quand on pense à la liberté ainsi, comme absence de contraintes extérieures, au fond, cette notion de la liberté, elle a vraiment surgi dans des sociétés d'Ancien Régime. Dans les sociétés dont parle Molière, quand vous voyez des jeunes gens qui s'aiment, qui voudraient se marier ensemble, mais ils ne le peuvent pas en fait, puisque les parents, les familles ne veulent pas les unir, et donc c'est la révolte de l'amour contre celle de la tradition, etc. C'est de ça que parle Molière dans une grande partie de son théâtre au XVIIe siècle. Et on voit bien que les sociétés d'Ancien Régime, en tout cas elles sont des sociétés d'ordre, érigent de toutes parts autour des individus des murailles infranchissables. Si vous êtes
mal né, enfin si vous êtes dans le tiers-état, vous êtes bloqué de tous côtés, il y a une place qui vous a été attribuée en fonction de votre nom, de l'histoire de votre famille, de votre naissance, et puis vous êtes là, un peu bloqué là-dedans, et on sent bien que la liberté, conquérir de la liberté, ce serait essayer de faire tomber certaines barrières, mais que c'est extrêmement difficile, et que vous allez le faire au péril de votre vie. D'ailleurs, les pirates sont peut-être des gens qui essayaient de reconquérir une forme de liberté dans les sociétés d'Ancien Régime. On voit bien que ça s'est assez mal fini, en tout cas à La Réunion, on en sait quelque chose. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette perspective-là, en tout cas dans nos sociétés sécularisées, démocratiques, où la question de la liberté n'est pas tellement celle de rencontrer des obstacles, parce que vous êtes incroyablement libre par rapport aux sociétés d'Ancien Régime, vous êtes incroyablement libre d'étudier la matière que vous souhaitez étudier, de reprendre les études si vous voulez, de voyager si vous voulez, de franchir des frontières si vous le souhaitez, et si vous avez l'argent pour le faire, de changer de travail. Au fond, la liberté, si la liberté c'est réussir à lever les obstacles que j'ai autour de moi, la question ne se pose pas tellement en ces termes. Et donc, on arrive beaucoup plus à une autre vision de la liberté, justement, qui est du côté de du développement de soi. C'est pour ça, enfin, du développement de soi, de la puissance germinative, du conatus, de l'élan vital, en fait, de tous ces synonymes que j'ai utilisés, qui est que finalement, si vous n'avez pas tellement d'obstacles, de contraintes extérieures multiples, la question qui va se poser, en fait, eh bien, c'est de ne pas vous refermer sur vous-même, de ne pas, en fait, de trouver quelque chose en vous-même, comme, moi j'ai parlé de désir, comme de trouver en vous-même quelque chose qui va vous aider à vivre, vous solliciter à vivre, et le laisser s'épanouir. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je dirais que ce n'est pas une question si difficile que cela. Je crois juste qu'on a une confusion autour de la liberté. C'est-à-dire qu'on se dit être libre, c'est abattre les murs, abattre les contraintes. Et puis en fait, aujourd'hui, peut-être que des murs et des contraintes, il n'y en a pas tellement, ou plutôt qu'on est à soi-même le plus grand obstacle. Et si on est à soi-même le plus grand obstacle, alors le travail qu'il y a à faire pour être libre n'est plus un travail, comme c'était le cas dans les sociétés d'Ancien Régime, à faire contre les autres, ou contre les obstacles extérieurs, ou contre la force de la tradition et de la famille, contre l'ordre établi, mais au contraire un travail entièrement à faire sur soi-même. Il reste néanmoins que si la graine est destinée à devenir un pied d'avocat, par exemple, ici, elle ne pourra jamais être autre chose. Non, ce sont des métaphores, des métaphores. Oui, j'entends bien. Mais pour dire plus clairement la chose, c'est-à-dire qu'en fait, chacun a une nature liée à la famille dans laquelle il est né, liée à son ADN, on a tendance à galvauder cette expression-là, et en fait, tous ses choix, il les fera parce qu'il est ce qu'il est. Et donc, dans ce sens-là, c'est là où je pose la question de la liberté. La liberté, c'est peut-être justement de réaliser tout ce qu'il a en lui-même. Je ne sais pas. C'est là qu'on se retrouve à devoir creuser notre premier concept de liberté, concept classique. Je dois essayer d'abattre les obstacles et les contraintes que je rencontre. Deuxième concept de liberté, non, la liberté c'est une affaire que j'ai en quelque sorte à régler ou à évaluer avec moi-même. Eh bien là, il y a une arme imparable, pour vous répondre, c'est Spinoza et l'éthique. C'est tout à fait. J'ai fait des allusions comme ça très rapides à la question du conatus, mais pour Spinoza, ce qui nous rend libre, c'est de connaître nos déterminations. Je crois que c'est pas tout à fait une blague cette histoire, ce qui signifie simplement que plus j'élucide ce qui m'a fait être ce que je suis, plus je comprends quelle est ma place dans le monde et plus je suis libre. Ah, ça me plaît bien. Vous voyez bien que c'est une conception de la liberté qui procède de ce travail réflexif sur soi-même, de ce travail philosophique sur soi-même, et non pas d'une lutte contre les obstacles extérieurs. Au fond, c'est la conquête d'une liberté intérieure. Le spinozisme, c'est ça. Alors, je ne vais pas convoquer tout de suite pour ne pas sortir des armes de destruction massive, des armes de destruction philosophique massive, mais vous voyez bien, vous voyez bien que c'est là qu'est l'idée. Très bien. Oui, monsieur, allez-y. J'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure. J'ai pensé en parlant de Molière. La question, elle est... est-ce que j'ai lu Misanthrope précédemment? Et je pense que c'est lié avec ce que vous avez dit ce soir et une sceptique absolue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Il y a des personnages de sceptiques chez Molière. Vous avez
avez chez Shakespeare aussi des apparitions de personnages sceptiques. Il faut voir que ce texte, les esquisses pyrrhoniennes circulaient, et cette attitude en fait philosophique a été tout à fait connue des classiques, tout à fait connue, et vous avez souvent, alors simplement chez Shakespeare comme chez Molière, vous avez toujours un danger. Enfin, les classiques pensent que le sceptique est quelqu'un qui risque de tomber dans la haine de tout, qui risque de tomber dans une forme de discours de détestation de tout ce qui l'environne, de toutes les formes d'ordre. Et en fait, puisque les classiques voient souvent le sceptique comme un destructeur. C'est pas le cas d'un misanthrope, c'est lui-même qui est sceptique. C'est-à-dire Oronte et Alceste demandent à lui-même de choisir entre. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que je me suis laissé un peu emporter parce que Shakespeare a écrit une pièce qui s'appelle Timon d'Athènes. Et ce Timon d'Athènes, c'est une sorte de philosophe sceptique, ivrogne, etc. Et misanthrope. Alors j'ai un peu mélangé, mais c'est plus. Merci de rectifier. Ah, les autres, ce sont des figures, ce sont des moments, les discours des fous par exemple. Oui, c'est ça, ce sont des moments, en fait, ce sont des moments où il y a comme un vertige, où on sent que tous les ordres établis dégringolent. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui revient dans beaucoup de pièces de Shakespeare. On peut même dire que. C'est dans lequel. Le monologue du roi à la lune sur le champ de bataille, mon royaume pour un cheval, le roi qui a tué Richard III, oui c'est ça, Richard III, désolé pour le coup de fatigue. Enfin, ce monologue à la lune par exemple, c'est un moment typique où on voit quelqu'un rejeter toute forme de croyance et de foi en tout ordre, et en même temps tomber dans une espèce de haine de lui-même et du monde. C'est pour ça que je parlais des classiques dans cette attitude, et que c'est une haine un peu différente. Oui, moi je vois ça comme des affleurements d'une attitude sceptique qui est souvent interprétée par les classiques comme un moment destructeur, pas comme un moment constructeur. Mais c'est normal dans le contexte de l'époque que ce soit interprété comme... la crise pyrrhonienne est toujours interprétée comme une sorte de virus, quoi, de mauvaise grippe, quelque chose qui vous met au lit pour 3 jours. Et quand vous en sortez, c'est que vous avez retrouvé un début d'embryon de nouvelle foi. Sinon, vous êtes comme cloué par ce livre, et en fait, ce livre, c'est Symplacus. Hein? Bien, écoutez, vraiment, je crois, je l'ai dit tout à l'heure, nous venez de passer une très grande soirée. Nous pouvons applaudir notre hôte. Évidemment, le propos est que, à partir de cette soirée, vous continuiez, bien évidemment, pour vous, à réfléchir sur les propositions qui nous ont été faites. Et pour mieux vous aider à réfléchir, pardon, il faut que j'y insiste quand même, vous ne saurez repartir sans un des ouvrages alléchants. Tenez, mesdames, de la supériorité des femmes. Vous étiez 50 dans la salle et les hommes n'étaient qu'une petite vingtaine. Vous voyez, c'est bien le titre qui est complet. Ou encore, si vous ne savez pas ce qu'il en est, de la contribution à la théorie du baiser. Bon, etc. Donc, ne repartez pas les mains vides, surtout, et vous aurez la plus belle des signatures d'Alexandre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous invite naturellement, parce que les choses ne s'arrêtent jamais avec les amis de l'université. Vous pourrez continuer dans le domaine de la philosophie avec Alain Renaud, qui est un autre de nos invités, puisqu'il est professeur émérite de philosophie politique et d'éthique à l'université Paris 4 Sorbonne. C'est un voisin quasiment. Hein. Oui. Voilà, c'est cela. Et le 16 novembre, au Centre culturel, nous abandonnerons pour une séance l'IUT au Centre culturel de Saint-Pierre. Donc ce sera la question, peut-on transformer l'humanisme? Et ça c'est pour toi, Didier, à Saint-Paul le lendemain, 17 novembre, au village Corail, ce sera nous et eux, nous et elles, identités et différences. Donc là, c'est des problèmes des continents africains, européens, etc., entre eux. Et le vendredi 19 à la faculté des lettres de Saint-Denis, les leçons de la pandémie, une cohésion sociale fragilisée avec un point d'interrogation. Donc ne manquez pas aussi de suivre dans la foulée d'Alexandre les autres philosophes qui vous sont proposés, et donc Alain Renaud.
Je vous remercie vivement d'être venus et ne manquez pas de faire savoir autour de vous, aux amis de l'université, on y trouve de quoi élever son esprit. Merci, merci.